cette émission commence, on a quasiment fait déjà une émission avec les bavardages intempestifs de mes partenaires. Et cette pré-émission est presque aussi intéressante que celle qu'on vous offre maintenant. Je vous salue, chers amis IESI tout court de Zitata. Daniel, bonjour. Bonjour, ravi de retrouver tout le monde, ravi de retrouver Emmanuel. Si tu permets juste un petit coucou pour saluer vraiment une équipe qui est l'équipe du Collège Aimé Césaire de Basse-Pointe. Oui. Toute l'équipe, de la principale aux professeurs, au CDI, aux élèves, lors d'une manifestation qui s'est tenue au lycée sur Hippolyte Maurestin, oui. Et avec un travail d'équipe formidable. Et moi, je pense que vraiment, ça donne un sourire parce qu'on voit l'implication aussi bien d'une équipe pédagogique que des élèves. Et je voulais leur saluer. Ça honore l'éducation nationale. Tout à fait. Et la Légion d'honneur, puisque c'est la Légion d'honneur qui y allait. Absolument. Monsieur... Bonjour Gérard, bonjour à tous mes amis. Ravi d'être avec vous. Très bien. Frédéric, en rouge, c'est bien. C'est très symbolique. Rouge, rouge, rouge. On dit plus rouge, on dit rouge. C'est une couleur qui est à la mode. Ah bon. Et j'essaie de l'être. Donc, je suis très heureuse d'être parmi vous et de te retrouver, cher Emmanuel. Très bien. Mais toi seulement. Hein. Non, tout le monde. Ah ouais, nous étions compris ainsi là. que nos téléspectateurs. Absolument, on ne les oublie pas. Alors, je dis même bite et même bagaille pour nos amis de la Guadeloupe et même bête pour nos amis de la Guyane. Parce que c'est quand on dit round bête. Ouais. Vous ne savez pas ça, hein? En bagaille, on dit round bête. Alors, on ne va pas parler de bêtes, d'animaux, on va parler de développement agricole. Il faut accélérer le développement agricole de la Martinique. Emmanuel de Rénal. Ah oui, donc c'est moi qui attaque comme ça, bleu. Donc... oui, ben, c'est un sujet qui revient souvent, mais qui est un sujet essentiel, puisqu'il s'agit de l'alimentation, il s'agit de la souveraineté alimentaire, qui est un thème, oh mon Dieu, bien déployé, bien développé, bien servi par tous nos intervenants. Il y a eu la visite d'un ministre récemment qui a mis le sujet sur la table. Ça fait partie des sujets qui sont évoqués régulièrement par nos élus, avec des points de difficulté qui rendent le sujet complexe, parce qu'il faut quand même rappeler qu'on est en économie et en milieu tropical. Avec des contraintes agricoles qui sont spécifiques, et qu'en même temps, nous sommes l'Europe et la France avec des normes qui sont pensées pour des pays tempérés. Et là, ça crée des vraies complications pour que notre agriculture, finalement, performe dans ce champ de contraintes. Je prends quelques exemples. Hein. On parle de diversification. Par exemple, les tomates. On ne peut pas avoir aujourd'hui des semences de tomates tropicales, puisqu'elles ne sont pas dans le gabarit des référencements de l'Europe. Et donc aujourd'hui que la température moyenne a augmenté dans nos territoires, eh bien les tomates qui jusque-là fonctionnaient ne fonctionnent plus, et nous sommes simplement contraints par un corpus réglementaire qui n'est pas adapté. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ouais. Mais le monde agricole aujourd'hui est coincé dans des normes qui rendent ces métiers difficiles à pratiquer, des contraintes administratives très fortes, et puis une absence d'organisation. Alors, je veux rappeler quelques éléments quand même. L'agriculture, c'est quoi? Il y a d'abord deux grandes filières qui sont organisées, la banane et la canne. Et puis, il y a une grande attente, une grande espérance sur la diversification qui n'a toujours pas trouvé son modèle de développement et son organisation. Et elle n'ira pas plus loin tant qu'elle ne saura pas s'organiser. Probablement pourrait-elle s'inspirer de ce qu'ont fait les autres filières en termes d'organisation. Il y a sans doute des voies d'inspiration à regarder. Quoi qu'il en soit, il y a un vrai travail à faire de ce côté-là, avec trois axes, à mon sens, sur lesquels il faut réellement travailler si on veut que l'agriculture nourricière puisse à la fois nourrir ses populations et atteindre un niveau économique qui permette à ces agriculteurs de vivre. Il y a d'abord le sujet de la structuration des filières. C'est un sujet très important qu'on n'a pas encore réglé. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire organiser les débouchés pour que quand les producteurs produisent, eh bien, il y ait un écoulement qui soit facilité. Ça veut dire parler avec la grande distribution, discuter avec eux. Ça veut dire imaginer des filières de transformation. C'est le cas d'Enel au Gros Morne, où là, il y a une filière qui s'est mise en place. Il y a peut-être aussi des sujets d'exportation. Bref, il y a un vrai travail
d'organisation des filières. Ça veut dire aussi favoriser les circuits courts, si on veut faire en sorte que notre agriculture nous nourrisse. Tout ça, ce sont des circuits qui ne sont pas encore établis et qui ne seront pas établis tant que les différents agriculteurs ne seront pas réunis dans des coopératives courtes, peu nombreuses, mais efficaces, parce que c'est, comme dans tous les domaines de la vie, c'est l'union qui fait la force, et cette union n'existe pas encore dans le monde de la diversification agricole. Et puis, il y a un autre sujet que j'ai envie de citer, c'est la problématique des agriculteurs eux-mêmes. En réalité, on dit souvent qu'il manque de terre. Non, il ne manque pas de terre agricole, il manque des agriculteurs. Et c'est un vrai sujet. Peu de jeunes Martiniquais, peu de Martiniquais se lancent dans ce métier qu'ils considèrent comme étant difficile. Et c'est vrai que c'est un métier difficile, notamment compte tenu des contraintes réglementaires et normatives que l'on met autour de ces métiers. Mais il faut maintenant remettre en selle des vocations agricoles chez nos jeunes. Moi, je suis désespéré de voir, par exemple, qu'au RSMA, il y avait, il n'y a pas encore longtemps, des filières de formation aux métiers agricoles, et cette filière a dû fermer parce que personne ne s'y inscrivait. C'est quand même désolant dans un territoire qui embauche des agriculteurs. Je vois à quel point les filières organisées comme la banane et la canne ont du mal à recruter des agriculteurs locaux, si bien que ce sont des Haïtiens qui viennent pratiquer ces métiers. Il y a un vrai problème d'attractivité de ces métiers. Et puis enfin, on en a parlé, lever absolument toutes les contraintes normatives et réglementaires qui pèsent sur notre agriculture pour un peu libérer les énergies, pour que voilà, ces acteurs retrouvent leur bon équilibre. Il y a un point sur lequel on devra travailler, c'est cette problématique du foncier, parce qu'on lit dans tous les textes qu'il manque de la ressource foncière, qu'il manque des terrains, etc. Et toi, tu dis le contraire. On ne va pas faire un débat. Je peux quand même citer 2 chiffres, parce qu'il y a 23 000 hectares de surface agricole utile. 5 000 hectares sont occupés par la banane, 4 000 par la canne. Il y a 7 000 hectares qui sont des herbes non exploitées, et il y a 3 600 hectares qui sont en jachère. Oui. Donc la majorité des terres sont en jachère. Et puis, il y a des terres qui ne sont pas occupées, qui sont disponibles pour l'agriculture, mais qui n'ont pas de preneur. Je pense notamment aux 500 hectares de la CTM, qui sont disponibles, mais simplement, il n'y a pas d'agriculteurs pour exploiter ces terres. Donc, le problème n'est pas un problème de terre, c'est un problème d'agriculteurs. Intéressant. Oui, tout à fait. Moi, je partage ce point de vue, puisque la conférence sur le foncier à laquelle je participe, il y avait un atelier sur l'état des lieux, et c'est vrai qu'il y a des trucs. C'est simplement pour signaler que la semaine dernière, nous parlions du livre de Flandrina sur la SICA de Sainte-Marie, pour montrer qu'il y a eu de l'expérience dans notre histoire, il y a eu des expériences où les agriculteurs se sont regroupés, se sont organisés, et ça a fonctionné. Donc, on a aussi des éléments de possibilité. Alors, nous avons cette agriculture qui devrait nous nourrir, et puis également nourrir les touristes qui viennent. Oui, enfin, les touristes qui viennent, ils ont très, très envie de découvrir notre agrotourisme, comment nous pouvons procéder, par exemple, sur nos plantations de cacao, tout ce que nous avons de qualitatif, et nous pourrions faire vivre nos agriculteurs par ce truchement. Ce que je voulais te lancer, c'était sur la décision de cession de l'hôtel La Batelière qui était suspendue. Oui, où alors, les touristes viendraient manger nos délicieux plats. Alors absolument. Donc, il faut parler donc de ce plan, de la SCOP, de la Société coopérative de production, qui prévoyait à la base des rénovations et des restructurations de l'hôtel. Ces requêtes, pour être rapides, ont été rejetées parce qu'il n'y avait pas nécessairement de plan de financement derrière la SCOP. Une cagnotte Litchi a été mise en ligne. Alors, Litchi d'abord, KissKissBankBank ensuite, puisqu'on a proposé aux Martiniquais de devenir des co-actionnaires de l'établissement, de l'hôtel, exactement. Alors, la SCOP, on va dire nouvelle génération, s'est alliée, paraîtrait-il, au Montplaisir, qui désormais souhaite établir une sorte de plan de continuation, en tout cas un plan de financement à hauteur de 800 000 euros jusqu'au mois de février. Donc ils ont fait appel de la décision du tribunal de commerce qui était bien évidemment en faveur du groupe Carouquera, de M. Vial-Collet, ainsi que du groupe Cogit du Casino de la Batelière derrière, pour un montant global de 5 millions d'euros, avec l'hôtel à 2 millions pour aller vite et 3 millions pour les terrains attenants. Et il semblerait qu'aujourd'hui, 800 000 euros soient vraiment disponibles pour pouvoir effectuer ce plan et conserver les salariés. Alors,
mon analyse, hein, et sans du tout être polémique, je crois qu'il s'agit d'un cheval de Troie. C'est-à-dire que je ne vois pas du tout l'intérêt jusqu'en février, mars, avril ou mai de conserver l'établissement à l'État et même de le redémarrer. Redémarrer un hôtel, ce n'est pas 800 000 euros. Redémarrer un hôtel qui s'est arrêté, on l'a bien vu pendant le Covid, on le voit lors des ouvertures d'hôtels, c'est extrêmement coûteux de redémarrer une si grosse machine. Oh, on peut ajouter tranquillement, en tout cas sur cette petite période, un 400 ou un 500 000 euros pour bien restructurer, puisque l'hôtel se dégrade. Enfin, si on veut véritablement redémarrer l'établissement, il faut en plus injecter les rénovations adéquates. Bon, en tout cas, me paraît-il. Je pense qu'on fait jouer la montre. Je pense qu'on fait véritablement jouer la montre parce que il me semble que il y a d'autres acheteurs. Je crois qu'il y a d'autres acheteurs qui peuvent se présenter. Je crois qu'il s'agit, je le répète, hein, d'une stratégie de cheval de Troie. Pourquoi ? Parce que il peut s'agir d'acheteurs, c'est mon opinion, hein, d'acheteurs, on va dire martiniquais, qui n'ont pas nécessairement eu l'opportunité, enfin voulu saisir l'opportunité d'acheter pendant la crise relative à la vie chère. Je peux prendre l'exemple, hein, et je ne dis pas que c'est le cas. Je dis que c'est mon opinion. Le groupe Créo, par exemple, qui était sur les starting blocks, ainsi que le groupe Élysée, je pense qu'il aurait été de mauvais aloi de présenter leur candidature avec un tel contexte. Donc c'est possible que d'autres acheteurs martiniquais puissent prendre la batelière et puis ce sera peut-être mieux reçu d'ici quelques mois. Ça pourrait être aussi des investisseurs étrangers, la Chine, les Émirats, toutes ces nations sont très intéressées par notre territoire de la Caraïbe, la Jamaïque, la Dominique. Donc c'est une possibilité. Ce qui veut dire que le 18 décembre, la Cour d'appel pourrait donc ordonner la continuation et puis permettre à ce moment-là à l'administrateur de recevoir des offres ou au liquidateur. Et y compris des bons plaisirs. Oui, alors moi, une chose qui m'a interpellé, je me suis dit, mais pourquoi les juges consulaires, qui sont de braves personnes, ce sont des gens honnêtes, pourquoi ils ont laissé la porte ouverte comme ça à Karuikera, c'est ça le nom du groupe de Gogit? Ben, moi, j'ai fouillé un petit peu, mais j'ai vu que ce groupe prévoit plusieurs projets futurs en Martinique. Je ne les défends pas. La rénovation de l'hôtel à Batelière, on l'a vu, 30 millions d'euros qu'ils devaient investir pour en faire un vrai 4 étoiles, après 36 mois de travaux. La construction d'un hôtel 5 étoiles à la Pointe-du-Bout. Méridien. Un projet lancé en 2020 qui représente un investissement de 67 millions d'euros et qui devrait ouvrir en fin 2007. Et puis également aussi un second hôtel 4 étoiles situé à proximité du site de l'ex-hôtel Méridien. Ce projet est prévu pour démarrer en 2025, ajoutant une offre supplémentaire dans la région. Alors, le commentaire du texte que j'ai trouvé, c'est pour dynamiser l'emploi, etc. Je pense que c'est la raison pour laquelle les juges consulaires ne sont pas des traîtres à la cause martiniquaise. Ils tout de suite un investisseur sérieux qui fait. Il n'y a donc pas là du tout de favoritisme particulier, donc pas de théorie du complot. Voilà. À Fort-de-France, environ 500 personnes, en attendant qu'on parle d'agriculture, il y a 500 personnes qui sont en état d'errance, de pauvreté, de chimère, de tristesse. C'est un sujet qui m'a beaucoup touché, parce que c'est humain. Effectivement, il y a une croissance du nombre d'errants à Fort-de-France. Et vous savez, c'est particulièrement préoccupant. Alors, l'errance, elle vient quoi? Elle vient de la détresse, elle vient de situations sociales difficiles, de ruptures familiales, de violences, de décrochages sociaux, d'addiction, voilà. Et puis de beaucoup d'autres causes encore. La mairie de Fort-de-France apparemment s'investit sur cela. Il y a aussi le conseil local de santé mentale qui a été constitué et qui essaie de fédérer un petit peu toutes les initiatives autour de l'errance. Donc, il y a les institutions sociales, des associations, des professionnels de santé, des volontaires qui se positionnent. Il semble qu'aussi, après les années Covid, il y a eu davantage d'errance à Fort-de-France. Alors, ça vient aussi des communes, hein, parce que moi qui suis de commune, je ne vois pas ça en commune. Mais la plupart, ils sont à Fort-de-France. Oui, c'est ça, ils viennent à Fort-de-France. Alors, si vous voulez, il y a diverses situations. Un monsieur qui dit, j'ai une maison, mais je préfère la délaisser et aller dormir dehors. C'est curieux, hein, parce qu'ils retrouvent, ce sont des gens qui sont seuls. Ils retrouvent un environnement, ils retrouvent une fraternité, ils retrouvent des gens. Il a besoin de créer des liens. Et puis il dit, quand je suis errant, j'ai la liberté de venir et d'aller à ma guise. Vous voyez, ils voient un petit peu tout. Ils sont nourris par cette situation d'errance. Ouais.
Il y a eu une rencontre le 8 novembre récemment, avec notamment le Conseil local de sécurité. Et puis, il y a aussi l'information l'investissement de l'assise. Hein. Ils ont ce qu'on appelle des maraudes. Ouais. Des maraudes qui Ça, vont... c'est intéressant. C'est très intéressant parce qu'ils vont, chaque jour, ils font des centaines de kilomètres pour donner à manger, rencontrer les gens, parler avec eux, leur donner de la considération. Et vous savez que parmi les errants, il y a des gens aussi de bon niveau culturel, mais qui sont errants. Et il y en a un qui dit, par exemple, je ne veux pas que ma situation définisse ce que je suis. Vous voyez, je continue à faire des efforts pour m'habiller, me soigner, maintenir ma dignité. Donc, il y a tout ça. Et là aussi, je vais saluer les gens de l'Assise et tous les bénévoles qui s'occupent des errants. Il y a une association qui s'appelle Love Challenge. Et c'est passionnant de voir comment ces gens-là s'investissent pour cette solidarité humaine, cette fraternité dont on a besoin. Je veux faire un petit coup d'œil. Je ne les connais pas, Nicolas, Katia, Dominique. Ce sont des gens qui disent qu'ils aiment leur métier. Ils aiment porter assistance à tous ces gens. Et dans l'article que je t'envoie, il y en a un qui soigne les pieds. Oui, tout à fait, absolument, absolument. Non, il y a des situations, c'est pour ça que c'est très touchant. Je vais vous lire un petit peu la fin du document que vous m'avez envoyé. La rue, dans toute sa violence et son ingratitude, est un lieu où on apprend la résilience, mais elle est aussi un terrain fertile pour la solidarité. Chaque geste compte. Chaque parole a son importance. Je dis chaque geste parce que nous sommes passants. Et comme le maire de Fort-de-France dit, ce sont des invisibles visibles. Ouais. Parce que nous ne les voyons pas, vous voyez. Mais effectivement, les structures sociales voient ces gens-là. Parce que nous passons à côté d'eux. Et c'est vrai que peut-être serait-il utile que nous apportions davantage d'attention à ces gens-là. Parce qu'ils sont très sensibles aux gestes que font les citoyens. Bon. Alors, je termine. Chaque geste compte. Vas-y. Bon, alors je vais terminer. Et bien que les travailleurs sociaux soient confrontés à la misère humaine, ils ne perdent jamais de vue que leur véritable mission est de rétablir le lien, de rendre à l'humain ce qu'il semble avoir perdu. Pour l'Assise et le SAMU social, il n'y a pas de jugement, juste une volonté de rendre l'autre un peu moins invisible. Ouais. Volonté d'humanisme. Voilà. C'est important. Ouais. C'est important dans un monde qui est de plus en plus... Oui, c'est vraiment très important. Ça te dit quelque chose? Drive les rangs ensorcelés. Un recueil de nouvelles réunies par Géry Létang. J'ai pensé d'abord au livre de Gisèle Pineau, La Grande Drive des Esprits. Oui. Mais ça, ce livre dont tu parles... Le bouquin de Géry Létang, c'est le traitement littéraire du thème créole de la drive, dérive mentale affectant en Martinique les errants ensorcelés. Il y a une dimension dans ça, dans l'ensorcellement. Il fait mal, il y a un drive. Oui, tout à fait. Je vous recommande vraiment ce bouquin, il est très bien fait. Ce sont 19 littérateurs, auteurs qui ont fait des... Alfred Alexandre, Auguste Armette, etc. Il y en a qui ne sont plus de ce monde. Roger Parsemin, Éric Pézot, qui ont fait cette nouvelle. Crise sociale, la réponse durable passe par des solutions très concrètes. Daniel. Oui, alors il s'agit, dans ce document, de parler de l'initiative prise par le président de la collectivité territoriale, Serge Letchimy, de réunir. Il y a eu 2 réunions. Une première réunion, c'est une conférence territoriale ad hoc avec les parlementaires, les représentants des EPCI, les représentants des chambres consulaires, les représentants de l'association et les maires, pour pouvoir parler pas seulement de la vie chère, mais également de la situation globale de la Martinique. Et puis, il y a eu une deuxième réunion qui s'est tenue avec les syndicats, les associations, les responsables des chambres consulaires. Et déjà, moi, je pense qu'il faut saluer ces initiatives, parce que je pense qu'il est important que l'on comprenne que toute société, il est nécessaire d'avoir une démocratie citoyenne avec des personnes qui peuvent s'exprimer, les institutions ont leur rôle et ont leur importance pour structurer une société. Donc, les représentants élus, que sont les maires, les parlementaires, les associations consulaires qui sont élus de leurs pairs, le fonctionnement des institutions, le bon fonctionnement des institutions, c'est un bon signe du fonctionnement démocratique d'une société. Donc moi, je pense qu'il était effectivement important de les réunir. Et cela devrait aboutir à la réunion de congrès, dit le président, donc en bonne et due forme. Et il est question de pouvoir, au-delà des questions ponctuelles qui ont sur la question de la vie chère, de discuter et de prendre des propositions sur une loi d'orientation globale
une loi d'orientation qui prendrait en compte la question de la vie chère, mais qui prendrait aussi en compte la mise en place de mesures structurelles comme la continuité territoriale. Ensuite, le développement local incluant la formation, l'éducation, les transports, la production alimentaire autonome, ce à quoi tu viens faire allusion. Et ensuite, troisième point, le droit à la santé et à une vie digne. Autrement dit, l'approche de la vie de chaque personne du territoire à travers des solutions concrètes qui sont le transport, qui sont la formation, qui sont l'éducation, qui sont donc des fondamentaux pour permettre une vie digne. Je reste quand même sur ma faim, parce qu'il est fait état dans cette problématique, dans cette démarche, de la perspective de modification structurelle du modèle économique. Et je n'ai pas vu dans ces réunions un seul ressortissant du monde économique qui participerait avec les chambres consulaires, si, il y a le président de la chambre de commerce, c'était là. Oui, mais les chambres des métiers et chambres des commerces. Mais il y a d'autres, on le sait maintenant, qu'il y a des acteurs de l'économie qui sont au-delà et qui transcendent vraiment ces chambres consulaires. Bon, on ne peut pas les faire venir, parce que c'était, comme tu le dis, quelque chose d'institutionnel. Tout à fait d'accord. Mais ce qui m'interpelle également, c'est qu'on veuille demander par un projet de loi, non pas par une proposition qui serait faite par nos dignes représentants, qui sont les parlementaires, que par un projet de loi, qu'on demande au gouvernement de là-bas, à 8000 km, de changer le modèle économique que nous avons maintenant. Moi, il y a quelque chose qui, dans la démarche... Non, je ne te demande pas il y a une explication. Non, pour moi, la démarche, il y a une explication, si on veut. Il y a toujours une explication à tout. Mais quand on veut recentraliser les choses, quand on veut acquérir une responsabilité, on ne demande pas au gouvernement, dont on conteste l'ignorance qu'on a vu, le crash. On peut dire ça, le clash entre M. Letchimy et puis le préfet, parce que le préfet ignorait les plans qui sont en cours et qu'il aurait dit ça de façon un petit peu surréelle. Juste un point quand même, sur ce point-là. Attends, Daniel, on ne fait pas un débat. Non, ce n'est pas un débat, mais juste un point. Oui, attends, tu vas le dire, laisse-moi finir, tu vas le dire. L'unité, c'est très bien, c'est fantastique, c'est sûr. Enfin, ils ont le feu au dos, pour ne pas dire plus bas, avec le braquet rouge. Il faut bien qu'ils se réunissent pour ressembler à l'unité. Non, je ne veux pas, on n'a pas fait de polémique. Je dis que la démarche intellectuelle qui tend, on ne peut pas dire une chose et son contraire, techniquement, je parle technique, on veut modifier, c'est sûr que c'est l'unité, c'est sûr que c'est institutionnel, on ne peut pas vouloir acquérir la responsabilité et demander au gouvernement dont on conteste le caractère radin, chiche, qui doit de l'argent, qu'il demande de modifier par des mesures qui prendraient le modèle structurel économique. Jingle. C'est pas normal que tu ne me dises pas Société. Le projet. Société. Non, je ne suis pas d'accord. Société. Un appel à la résistance contre l'extension des zones commerciales. Frédéric. Oui, alors le collectif Nous Bon Épissa s'est mobilisé en novembre 2024 pour recontextualiser, sensibiliser la population martiniquaise aux écueils de ces grandes surfaces commerciales. Alors, un peu de légalité, en Martinique comme en France, la création ou l'extension de surfaces commerciales de plus de 1000 mètres carrés nécessite une AEC, une autorisation d'exploitation commerciale, délivrée par la commission départementale d'aménagement commercial, et cette commission évalue les projets en fonction de leur impact économique, social ou environnemental. On a eu un exemple très concret, parce que certaines personnes disent que ça ne s'exerce jamais. Ça s'exerce. En 2024, la société Vauclille s'est vue refuser son projet de centre commercial au Vauclin, tandis qu'en 2018, GBH s'est vu accepter son dossier sur cette même commune de centre commercial. Alors, j'aimerais simplement un petit peu parler, de par mon expérience en tant que présidente de l'association des commerçants de centre-ville de Fort-de-France, de cette longue lutte que les centres-bourgs et les centres commerciaux peuvent entretenir. Et il en ressort qu'au début, j'étais parfaitement convaincue des convictions de Nous Bon Épissa, qu'il fallait absolument vivifier les centres-bourgs. Je ne suis toujours pas contre, mais je vais vous expliquer que ma position a pu évoluer et que finalement, c'était la mort des petits commerces d'ouvrir les surfaces commerciales. À un certain moment, je crois qu'il faut se dire qu'on ne peut pas aller contre ce progrès. On ne peut pas aller contre ces grands espaces où on a ces facilités, ce gain de temps, cette climatisation. On ne sort pas d'un commerce à un autre. On a la climatisation, on a des parkings. Le tout financé par des GIE, des groupes d'intérêt économique, que ce soit la Galeria ou Rond-Point, enfin je ne vais pas tous les citer, mais on a une facilité du centre commercial contre laquelle nous ne pouvons aller. Et ma préconisation,
aujourd'hui, c'est de sortir de cette stratégie de l'océan rouge, de toujours vouloir se battre sur les mêmes plans, par exemple le plan du textile, le plan des marques, le plan des franchises. On ne peut pas se battre en tant que centre-bourg par rapport aux centres commerciaux, mais il y a des alternatives. Un centre commercial ne propose pas nécessairement des restaurants locaux, des restaurants traditionnels ou intéressants, différents, des hôtels, des hébergements touristiques, des grands marchés avec des fruits, des légumes frais, des halles, comme on peut le voir dans les centres-bourgs. Il faut voir comment les centres-bourgs se sont réinventés avec des offres qui sortent de cette stratégie de l'océan rouge où tout le monde se mange un petit peu comme des requins. Il faut aller dans l'océan bleu, à savoir proposer pour un centre-bourg des alternatives, des vrais cordonniers, des vrais réparateurs de chaussures, de bijoux. On ne trouve pas ça dans les centres commerciaux. Et il faut que les centres-bourgs aussi s'alignent sur ces petits artisans, ces petits commerçants, avec des loyers qui ne sont pas mirobolants et qui sont accessibles, sans parler de la piétonisation et de l'embellissement qui est nécessaire. Et puis, on le voit très bien, hein, quand on voit cet embellissement rue Garnier-Pagès, toujours pour parler du centre-ville de Fort-de-France, c'est un succès fou. Et cette rue ne désemplit pas. Donc, on voit les améliorations et les succès. Et puis, il faut une stratégie de ville, il faut une stratégie de centre-bourg. Les centres-bourgs, il y a d'abord eu la ruralité en Martinique, le centre-bourg de commodité, puis tout de suite après, le centre commercial. On n'a pas vraiment eu cette culture de centre-bourg. Il y avait l'église, et puis il n'y a pas eu cette culture du café, du restaurant autour. À nous de l'inventer, à nous de mettre en place ces stratégies. Je peux prendre l'exemple d'Aix-en-Provence, qui a une stratégie de luxe. Ils ont dit, nous, le centre-bourg, c'est du luxe. Donc, où est la vision, où est la stratégie de nos centres-bourgs? Oui, je suis d'accord avec eux sur le fond, mais sur la forme, notre carte bleue, c'est notre bulletin de vote. Et pour le moment, les voitures que je vois le plus souvent stationnées, c'est à côté des centres commerciaux. À nous d'être attractifs. J'ai un peu l'impression que les gens ont assez quand même de faire des kilomètres d'un parking immense, et puis ces grands espaces, de trouver les choses à 50 mètres l'une de l'autre. Tous les petits centres Robert, notamment, il y en a. Moi, j'aime le bien petit centre, Salé. Je le trouve petit que centre Salé a commercial. beaucoup de petits commerces. Oui, les petits centres, les petits comment ça s'appelle, Emmanuel, ces petits centres, Carrefour, Express, des choses comme ça. Des supermarchés. Oui, ce sont des supermarchés. Alors, il y a les hyper, enfin, moi je m'y perds dans le jargon. C'est des supermarchés. Oui, mais la population ne désaffecte pas. Vous voyez bien que vous n'arrivez Ah non, pas, mais vous n'arrivez pas à vous garer en temps mais de je le conteste. Noël, en Ouais, temps non, de... mais c'est évident. L'aspect, je voudrais souligner, pour compléter ce que disait Frédéric, comment l'aspect culturel est important pour attirer, pour revitaliser les centres-bourgs. On a l'expérience dans l'Hexagone de ce que c'est l'activité par des artisans, par des activités culturelles qui a revivifié les centres-villes. Mais il faut arrêter d'être en compétition directe avec le centre commercial. Ouais. Il faut passer à autre chose. Et là, il faudrait penser à un tas de choses, un fonds d'aide au paiement des loyers ou d'acquisition. Il y a un monde à conquérir. Consultation publique sur l'extension du TCSP vers l'ouest. Emmanuel, toi qui ne prends jamais le bus, tu vas en parler quand même. Non, mais j'ai bien envie de prolonger, parce que ce sujet peut prolonger d'une certaine manière ce que vient de dire Frédéric, parce que Frédéric a parlé de vision, de vision pour le centre-bourg, et moi je pense qu'il faut qu'on parle de vision pour le transport. Oui. Alors, bon, le TCSP, c'est une extension technique d'un dispositif qui existe. On parle de cette extension sur l'ouest jusqu'à Madiana, Université Madiana à peu près. Bon, une fois qu'on a tiré le fil, on voit à peu près de quoi il s'agit. Ça reste un investissement de 500 millions d'euros. Donc, c'est beaucoup d'argent pour un service qui sera, à mon avis, utile, puisque là, ça va desservir quand même des lieux très précis, notamment l'université. Donc, il n'y a pas de remise en question de la légitimité de ce projet. Simplement, moi, j'ai envie qu'on pose le problème de manière un peu plus globale, un peu plus large. On est dans un environnement aujourd'hui où la réflexion approfondie de vision sur notre stratégie de transport sur les 30 prochaines années n'a pas été faite. On est quand même dans un environnement où il y a des échéances majeures sur le plan écologique. Rappelez-vous qu'en 2050, on est à 0 émission de carbone. On est quand même dans cette loi. La mobilité est un des facteurs essentiels à traiter si on veut être au rendez-vous de 2050. Or, aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup vu de réflexion menée là-dessus. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut impérativement mobiliser les collectivités, les énergies, les acteurs, toutes les bonnes volontés, peut-être dans des ateliers communs, pour réfléchir, poser les bases de ce que doit être la mobilité en 2050. Et si on veut être au rendez-vous, c'est maintenant qu'il faut faire ce travail-là.
Et moi, je pense à deux grands axes de réflexion qu'on pourrait mettre sur la table. Après, ils ne sont peut-être pas de bonnes idées, mais il y a la réflexion qui avait été posée sur la grande dorsale, c'est-à-dire revoir l'aménagement du territoire avec une route centrale multimodale dans laquelle on pourrait y avoir une voie TCSP, une voie routière, une voie cyclable, mais qui permettrait de réaménager les espaces de vie. Imaginez, pour bien résumer le truc, que si on pouvait dire par cette voie dorsale qui pourrait réunir le sud au nord par le milieu, que le Morne-Rouge serait à 10 minutes de Fort-de-France. Cette simple promesse ferait que le réaménagement de vie serait complètement transformé. Et là, on est dans quelque chose d'assez fondamental en termes de vision. Le deuxième projet que j'ai envie de mettre sur la table également, c'est le plan de mobilité bas carbone qui pourrait s'incarner notamment par le grand plan vélo. Je sais qu'il y a des études qui ont été faites dessus pour dire 100% des voies départementales pourraient être équipées d'une piste cyclable. Ça voudrait dire qu'en vélo, on pourrait interconnecter... Tout ça, mode, nous, ici. Non, mais avant de dire non, s'il vous plaît, j'en parle avec assurance, parce que ça a été, bien évidemment, quand on parle de vélo à assistance électrique, et qu'avec ces solutions-là, alors peut-être que tout le monde n'ira pas sur son vélo, mais je peux vous garantir que vous allez développer des usages nouveaux, autrement dit des projets nouveaux, autrement dit des métiers nouveaux liés à la simple mise en œuvre de ce dispositif et de cet aménagement qui a du sens au regard de notre situation, notamment, et de nos ambitions bas carbone vis-à-vis desquelles nous avons des contraintes. Voilà. Sur la question de l'extension du TCSP, juste, il me semble qu'il est nécessaire de préciser, tu as parlé de l'extension vers Schœlcher, mais il faut préciser qu'il y a une extension prévue vers Sainte-Luce et une extension prévue vers le Robert. C'est-à-dire que l'extension, c'est dans 3 axes différents et que, donc je ne sais pas si ça sera réalisable, mais c'est ce qui est possible. Et la question qu'on peut se poser, c'est effectivement, si on pense à la question de l'énergie, est-ce que ce seront des bus électriques, par exemple, qui seront là mis en circulation? Et enfin, la réalité de l'efficacité du TCSP pour les personnes qui n'ont pas de voiture, elle est vérifiée. C'est un outil qui est absolument indispensable pour les personnes qui n'ont pas de voiture. Quand tu vis avec 600 € par mois, tu ne peux pas te payer une voiture, parce qu'une voiture revient pour l'entretien à 300-400 €. C'est évident, Daniel, c'est sûr ce que tu dis là. Comment les gens peuvent faire sans transport public? C'est impensable. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que là, dans la petite conférence débat d'information qu'ils ont faite, là, Bocanal, pour expliquer comment ça va se passer, ils ont promis de faire ça sans expropriation. Alors j'ai essayé de voir le parcours pour voir où est-ce qu'il y a de la place, et ainsi de suite. Bon, j'ai dit à mes amis élus, bon, on va se retrouver dans 3, 4, 5 ans, comme ça s'est passé, ça fait 2-3 mois devant le tribunal correctionnel, où j'ai eu à plaider pour certains pour des problèmes de favoritisme. Le favoritisme n'est pas du tout de la corruption, n'est pas du tout, je le dis bien, mais simplement c'est de ne pas avoir respecté avec une précision quasiment une technique juridique, les procédures pour attribuer les marchés et faire avancer les choses. Il ne faut pas promettre comme ça, des choses aux gens, parce qu'il y aura des expropriations à faire, donc il faut dire la vérité, mais c'est pour le bien commun. Il faut quand même qu'on accepte de faire certains sacrifices. Il faut qu'on accepte, comme Christian et moi on a accepté, de différer notre prochain festival Begin Jazz, parce qu'on sent bien qu'il n'y a pas beaucoup de sous. Donc on a une sorte de rétention, on n'insiste pas pour dire attention, c'est culturel, il faut ça, non. Il faut quand même que les gens comprennent que pour que les malheureux prennent le bus et aillent au travail le matin, qu'il faut que certaines maisons soient en quelque part expropriées à un juste prix, à un juste coût. On fait un petit jingle et puis on parle de culture, tu vois, tout en temps. Alors, Daniel, je te laisse annoncer tout, fais tout. Alors, le sujet d'aujourd'hui, on va parler de L'Anvil emmêlée de Michael Roch. Et pour ceux qui nous suivent depuis longtemps... C'est pas la première fois que tu en parles. Alors, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, oui, d'accord. Ils savent que nous suivons Michael Roch parce que nous avons parlé de Thème Marron,
qui est sorti. Et l'année dernière, il a sorti un ouvrage qui s'appelle « Les choses immobiles ». Et donc maintenant, en 2024, il sort L'Enville emmêlée, qui est un recueil de nouvelles. Et donc, pourquoi Michael Rock? Michael Rock est considéré au niveau international comme une des plumes les plus prometteuses et les plus caractéristiques de la littérature afro-futuriste caribéenne. Et c'est très intéressant de suivre son parcours. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, le dernier livre sur les vies immobiles, j'avais terminé en disant tous ceux qui sont responsables de politique et de jeunesse de ce pays devraient lire son livre. Parce qu'il est immergé dans la réalité du fonctionnement de la jeunesse. C'est un côté un peu désespéré, mais ça permet de comprendre comment les mécanismes qui sont à l'œuvre pour la jeunesse. Et dans cet ouvrage, L'Enville emmêlée, c'est un recueil de nouvelles déjà. Alors que je précise que la nouvelle n'est pas un genre qui est pratiqué beaucoup par les auteurs martiniquais. C'est un genre qui est pratiqué plutôt par les auteurs anglo-saxons. Mais les nouvelles générations la pratiquent de plus en plus. Et l'une des caractéristiques de Michael Rock est le terme « l'enville emmêlée ». L'enville, bien entendu, c'est la ville. Et emmêlé, je trouve que c'est un terme qui est extraordinaire pour décrire la société dans laquelle nous vivons. Emmêlé. Je trouve emmêlé, nous sommes emmêlés, effectivement. Et donc, il a un style qui est très particulier. Et peut-être que vous vous souvenez, lorsque Chronique des Sept Misères de Chamoiseau a apparu, Chronique des Sept Misères, c'était déjà une écriture et une langue différentes. Et on disait que ça apportait un renouveau à la littérature. Chronique des Sept Misères sort en 1986, Michael Rock naît en 1987. Donc c'est vous dire que c'est la génération d'après et c'est une langue différente. Ce n'est pas du tout la même chose. Ouais. Il est complètement imprégné de notre imaginaire créole, c'est-à-dire qu'on va trouver en permanence des expressions qui sont des expressions de la langue créole. Il va inventer des mots et il va surtout inventer un rythme qui fait que c'est très caractéristique de son écriture. Si on veut comprendre à la fois, je trouve que son écriture définit complètement notre réalité actuelle, parce qu'il y a toujours des thèmes qui sont majeurs, qui reviennent. C'est l'enville emmêlée, c'est la question de la terre, la question du rapport à la terre, et la question du rapport de la jeunesse avec les addictions dont tu parlais, avec les problématiques d'espérance, les problématiques de drogue. Et c'est décrire la société dans laquelle nous vivons dans un style qui est... quelquefois, on a l'impression que c'est un peu de la musique, c'est-à-dire c'est un peu du genre slam. On verrait très bien son écriture dite sous forme de slam, tellement le rythme est un rythme musical. Et donc, pour s'imprégner de notre réalité, pour bien la comprendre et pour profiter d'un moment de littérature qui est une littérature très, très, comment dirais-je, flamboyante, je conseille une fois de plus de lire Michael Rock. Ben, si vous n'achetez pas ce livre-là, après, c'est que vraiment... Vous êtes obtus. Vous êtes complètement obtus si vous n'achetez pas ce livre. Il est martiniquais. Voilà, ne nous chevauchons pas. Christian pose une question. À ton tour. Non, je pose la question. Il est né à Lyon, il est né près de Lyon et il est venu s'installer à la Martinique en 2015. Et il a commencé tout dans le domaine numérique avant d'être dans le domaine du roman. Patrick Chamoiseau dit de lui, Michael Roche, on dit Roche ou Rock? Moi je dis Rock. Rock ajoute une dimension précieuse à notre littérature, il la rapproche de sa maturité. Il a l'air de parler un petit peu de fils, hein, comme tu le disais. Tout à fait. Jingle, puisque là maintenant tu pourras parler. Alors, ben, écoutez, chers téléspectateurs, aujourd'hui, je vais vous parler de Mano Césaire. Alors, c'est Emmanuel Césaire, qu'on appelle Mano Césaire, très sympathiquement. Mano Césaire est le fils du frère à Aimé Césaire, Omer Césaire. C'était le frère aîné d'Aimé Césaire. Mano Césaire est né en 1944, il a aujourd'hui 80 ans. Mano Césaire a appris le violon depuis l'âge de 8 ans. Et il a fréquenté, il a connu Paul Rosine, il a connu Alain Jean-Marie, il a connu tous ces artistes. Et Mano, qui a été enseignant toute sa vie, il a déclaré un jour « Ma vraie passion, c'est la musique ». Mano, c'est un homme charmant. C'est un homme charmant, c'est un homme d'une culture profonde.
C'est un homme, on va voir, qui a composé énormément de morceaux, qui vit actuellement au Aubert. Et un de ses premiers 45 tours qu'on voit à l'écran a été enregistré en 1969. Et vous savez de quoi ça parlait? Nous peut pas Quimber. Ça parlait de la vie chère. Quelle année? En 1969. Il n'y avait pas encore de supermarché comme aujourd'hui, donc ce n'était pas eux qui étaient responsables de la vie chère. Et qu'est-ce que ça prenait comme exemple de vie chère? Ça prenait un exemple, le poisson, un kilo poisson rouge, 10 francs, 1,50 €. Ouais. Nous peut pas Quimber. À ce, Ça se à passe ce en niveau-là, c'était 1969. déjà... Non, mais c'est important parce que la musique, c'est aussi fait remonter les connaissances, l'histoire. Là, il dépeint la situation sociale. Donc, je n'ai pas choisi le texte parce que j'ai privilégié Mano dans Au le violon, l'extrait qu'on un va solo, voir. d'accord. Voilà. Et je vous propose d'écouter le solo de Nous peut pas Quimber avec Mano Césaire. Faut que nous fait en bagaille, vous ça changer. Nous peut pas tirer. Faut que nous fait en bagaille, vous ça changer. Vous avez perçu un peu la vélocité de Mano, qui était le premier violon de Malavoie. Alors, rappelons que c'est Mano qui a créé Malavoie. C'est ça, c'est ça. Et dans un premier Malavoie, il y avait Alain Jean-Marie qui était au piano, Polo n'était pas encore là, Polo Rosine n'était pas encore là. Il y avait Pierre Jabert qui chantait aussi. Et donc, mais antérieurement, Mano a créé le groupe Mérilade. C'est un groupe qui jouait beaucoup de poches en musique, notamment des thés dansants il y avait également des poches en musique et des thés dansants, c'est ce qu'il y avait avant. Je vais vous faire, on va partager un deuxième titre. C'est Sepp en Meg avec Claude, son fils, au piano. On va parler aussi de ses enfants, Manuel et Claude, entre autres. On a aperçu également Franck Nicolas, qui est un trompettiste qui a joué aussi avec notre formation Begin Jazz Collective à La Réunion. Il a été invité également par nous à plusieurs reprises. Alors Mano, c'est un homme sobre, je l'ai dit, un homme sobre, pondéré, qui a le sens de la mesure, de la précision, de la beauté. Il a fait partie de la chorale La Joie de chanter. Il a composé également pour la chorale. On va voir un petit peu ses titres. Et puis, Mano, c'est un homme d'une profondeur extraordinaire et puis d'un humour. Il a fait un titre qui s'appelle Essouni en 4x4. Par exemple, tu vois, pour parfois parodier l'orientation des Martiniquais à faire des acquisitions de 4x4. Il a fait aussi Bona Panissi ou Pomilé. Voilà. On va voir une troisième vidéo où on va voir Mano en famille, que je vous invite à écouter. Combat, défaite et puis victoire. Moment arrivé pour songer tout ça qui passait et puis clarté, garder l'histoire et puis tirer l'histoire. Sans fiel, sans peine, juste pour nous comprendre.
vu Mano, on a vu Manuel, son fils, qui est directeur du Tropicatrium. On a vu Ina Césaire aussi, qui a composé avec lui, d'ailleurs qui a composé Exil. Vous vous rappelez ce merveilleux morceau, J'ai si longtemps rêvé de ce pays lointain. Ça, c'est des choses qui sont profondément ancrées dans notre patrimoine musical. Alors, ce qu'on a vu là également avec un petit clin d'œil à Ralph Tamar, qui a chanté sur l'album Chimé Moins, qui était un album réalisé par Mano Césaire. Alors, je vous donne quand même quelques indications de ce qu'il a composé. Après la pluie, vous connaissez Après la pluie? Mais la pluie tombée en l'air rasier, c'est quand il bon Dieu qu'a fait j'ai. C'est une œuvre extraordinaire. Il a composé Moins rêvé, Anti-oiseaux, voilà. Il a composé La vie c'est en bateau. La vie c'est en bateau. Il a composé Sport national, Albert, Exil. Il a composé Râle et Saint-Dan. Il a composé Apollinaire. Et fait commission, bah, Madame Lee, c'est des choses comme ça. Ça veut bien, donc, question. Hein. Non, mais Mano, c'est un répertoire. Il a composé Sport national. Enfin, j'en ai pas noté tous les. Et puis, il nous a donné 2 garçons et une fille qui sont profondément le prolongement de Mano. Ouais. Manuel et Claude. Claude, et Suzanne Césaire. Claude est pianiste aussi. Claude est pianiste, absolument. Et Claude est formateur, Claude c'est très, très sobre. Manuel est aussi pianiste. Manuel est aussi pianiste, Manuel est compositeur, chef d'orchestre. Et autre chose, directeur d'Atrium. Voilà. Donc nous allons écouter, d'ailleurs, la vidéo 4, c'est après l'appli, précisément, ce titre extraordinaire de Mano Césaire. Quelle famille? Et vous savez, un jour, on lui avait donné un chèque de droit d'auteur. Il a dit, c'est pour moi, ça. Ému. C'est incroyable. Je ne vous dis pas le montant, mais c'était... Parce qu'il n'est pas sûr ça, Mano. Mais c'est vrai que les tournées de Malavoie ont généré beaucoup de droits d'auteur pour ces compositeurs. Moi, c'était ma fierté que je voyais. Mais Mano, dans sa modestie, il y avait une contradiction entre sa modestie et la valeur du chèque. Absolument. Voilà, un charisme profond, une forme de sagesse, de la subtilité, de la modestie, tout ce qui fait, à mon avis, la qualité. Et rapidement, comme ça, je vais vous dire, Mano m'inspire aussi un jour, parce qu'un jour, je suis allé chez lui, il me montrait les accords de contretemps, le morceau de Paul Rosine, la pluie a qu'à tomber, et il m'a dit, jazz qu'il a, pour l'autre, il a fait jazz. Tu vois? Et ce sont des choses aussi comme ça qui m'ont amené à faire Begin Jazz, en fouillant dans l'histoire, en voyant les synergies qu'il y avait entre cela. Et si vous voulez, je ne vais pas m'étendre dessus. En tout cas, Mano nous a donné 2 garçons prodigieux également, Emmanuel Césaire. On va écouter d'ailleurs Bélia de la Renaissance avec Manuel Césaire pour terminer sur Mano.
ces émissions s'achèvent toujours en musique, en charme, en douceur. Heureusement. Même si on s'étire un petit peu, vous ne vous rendez pas compte de ça, mais je joue au chef d'orchestre et puis c'est un plaisir. J'interromps mes amis parce que je regarde la montre, le chronomètre, je les contredis silencieusement. Je prends un très grand plaisir à les malmener pour votre plaisir. Je les remercie quand même d'être là, d'être permanent pour commenter l'actualité et surtout aussi tenter de vous instruire. Je n'ose pas dire ce mot, vous instruire. Est-ce que ce n'est pas grandiloquent? En tous les cas, je vous remercie. Et puis je remercie Zitata, je remercie Mehdi, je remercie M. Torres David, Flore, et puis Daniel, et puis Emmanuel, et puis Frédéric, et puis Christian. À la semaine prochaine. Merci, Charles.